Bonsoir. Alors, on attaque donc ce soir le cycle de films autour de Thierry Michel. Donc Thierry Michel est un cinéaste documentariste belge et l'essentiel de ses films, dont les trois que vous allez voir, il se trouve que moi je les ai distribués, donc je suis très lié au metteur en scène et lié à ce sujet. Donc, ce soir, vous avez Katanga Business. La semaine prochaine, le 10 mars, vous aurez Mobutu. Et en juin, vous aurez le Congo River. Thierry Michel ne peut pas venir ce soir parce qu'il est en train de terminer son film sur un médecin très célèbre qui a eu le prix Sakharov et qui est enfermé dans son hôpital pour intervenir auprès des femmes violées. Donc il le termine, mais par contre, le 10 mars, il sera présent, et donc vous pourrez plus facilement répondre à toutes les questions. Mais ce soir, pour répondre justement à ces questions, on a le plaisir, je prends mon papier, nous avons le plaisir de recevoir Samuel Greenbock. Je vais énumérer ce que vous faites, qui est chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, qui s'appelle l'IRIS. Il est également enseignant à l'IRIS SUP et à l'Institut supérieur de management public et politique, qui s'appelle la SMAP, à Paris. Il est également éditorialiste à Africa 24. Et vous êtes responsable des programmes de recherche et de formation à une association qui s'appelle Figging Africa, qui est une association pour la recherche et l'enseignement sur la paix en Afrique. Et vous avez également écrit un livre en 2012, édité chez l'Harmattan, et qui s'appelle La politique européenne. C'est bien ça? Oui. La politique européenne de sécurité et de défense en Afrique centrale, dynamique de construction, expérimentation et appropriation locale. Donc, écoutez, je vous propose de voir le film et puis vous viendrez m'accompagner tout à l'heure à la fin du film pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Peut-être avant de poser des questions, une brève présentation, parce que le film a été réalisé, si mes souvenirs sont bons, en 2009, et beaucoup a changé quand même entre-temps. Peut-être que les problèmes sociaux n'ont pas été complètement résolus, mais tout au moins on observe une dynamique qui est enclenchée, bien évidemment avec des défis structurels importants. Ce qu'il faut quand même relever, c'est que c'est un pays qui littéralement a été effondré par des déboires institutionnels, la patrimonialisation du pouvoir, la forte personnalisation des institutions, une gestion scabreuse de l'économie nationale sans aucune prévision. Donc la conséquence de tout cela est absolument énorme. Ce que nous avons vu est le reflet de ce qui s'est passé pendant plusieurs décennies. Et donc la situation du Congo, de la RD Congo, n'est pas toute particulière. Je pense que tous les États, en grande majorité africains, sont confrontés aux mêmes défis et c'est malheureusement le constat que l'on fait aujourd'hui et le pessimisme qui peut se dégager à l'observation de ces faits pour l'avenir. Mais il y a aussi une dynamique qui est enclenchée, notamment par cette jeunesse de plus en plus formée, dynamique volontariste, qui laisse quand même entrevoir des perspectives peut-être glorieuses pour le continent. Donc je ne pourrai pas monopoliser la parole, je vais vous laisser poser des questions, peut-être qu'à partir de vos questions, j'apporterai plus d'éclairage. J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu ce gouverneur qui semblait si correct en français.
il est toujours là, mais il n'a pas gardé la même ferveur compte tenu des instructions qui viennent du pouvoir central. Vous avez même observé tout au long du film qu'il a commencé à lever le pied de la pédale parce qu'à un moment donné, il n'est pas détenteur du pouvoir décisionnaire. Celui-ci est détenu par le pouvoir central qui a la main sur toutes les activités économiques et principalement sur le secteur minier. Et ce qu'il faut aussi relever, c'est que le secteur minier occupe une place trop importante dans l'économie nationale. Même si on parle aujourd'hui des indicateurs macroéconomiques positifs, cette croissance qu'on observe aujourd'hui est beaucoup plus portée par le secteur minier, le cobalt, l'or, le coltan et les autres minéraux. Donc cela relève de la compétence immédiate et directe du pouvoir central et le gouverneur n'a pas toujours les pleins pouvoirs, même dans l'administration territoriale. Est-ce qu'il est toujours gouverneur? Oui, il est toujours là et en ce moment, il a dû avoir de problèmes au niveau, parce qu'il faut inscrire aussi l'actualité dans les perspectives électorales. Normalement, le président actuel, Kabila, arrive à la fin de son mandat en 2016 et la Constitution n'autorise pas une réélection parce que la Constitution prévoit la limitation des mandats présidentiels à 2. Et donc, il est arrivé à la fin de son mandat, à la fin de son deuxième mandat, et il ne devrait plus se présenter. Ce qui fait que la classe politique congolaise aujourd'hui est divisée, même si des remaniements ministériels ont été faits pour ouvrir un peu cette division, pour résoudre ces divisions qui ont été très marquées sur le plan politique. Mais aujourd'hui, il s'est démarqué quand il a voulu changer l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi électorale qui, justement, exige que l'on ne touche pas à la révision constitutionnelle. Et il a fait clairement, il a précisé ses positions quant à cette révision constitutionnelle et il a été de ceux-là qui ont eu gain de cause parce que, soutenu par la communauté internationale, les Américains se sont prononcés très sévèrement à l'endroit du gouvernement central pour indiquer justement qu'il était formellement interdit de procéder à la révision de la Constitution, qu'il fallait la respecter et qu'il fallait procéder à des élections présidentielles en 2016. En l'absence de la candidature de la... Ce gouverneur, c'est un vendu aujourd'hui ou pas? C'est ça que j'aimerais savoir. Je pense qu'il a été très marqué par des considérations humanistes et humanitaires. Il a mené le combat qu'il a pu mener. Malheureusement aujourd'hui, il a certainement fait des frais de ses prises de position et il ne bénéficie plus de la popularité qui a été la sienne dans les années 2009-2010. Et donc, politiquement, il a été très bien fragilisé. Il était également homme d'affaires. Oui, il était également homme d'affaires, tout à fait. Bonsoir, je voudrais une explication. On a vu des usines dans un état lamentable, au départ. Mais en fait, le besoin de matières premières dans le monde n'a pas chuté. Le monde était toujours en croissance. Donc, comment on en est arrivé à un tel degré d'usines délaissées, je veux dire, sans production? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cela s'explique par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs strictement endogènes qui sont liés à la gouvernance politique, démocratique des pays. Dans le film, on observe très bien que quand Mobutu prend la Gécamine, il n'investit pas, il profite des intérêts produits par l'usine sans toutefois mettre en place une politique de revitalisation de l'industrie. Simplement, on ne peut pas tenir longtemps avec une gestion, un management aussi désastreux. Donc, malheureusement, cela a conduit à des échecs successifs non seulement dans le secteur industriel, mais sur le plan politique, parce que finalement, sur le plan politique, ça a été un chaos. Le chaos sécuritaire qui s'est installé
à la fin de la décennie 90, précisément en 1997, a conduit justement à accroître les disparités sociales qui existaient, à accroître les inégalités territoriales. La partie est du pays est fortement enclavée et aucun investissement a milité pour la réduction de cet enclavement. Il y a aussi un contexte international qui n'était pas favorable à de telles pratiques. Et ce n'est pas simplement le cas congolais qui est révélateur ici. On a parlé des programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés dans les années 90 et qui ont eu des effets, des conséquences catastrophiques sur le plan économique, avec ce que cela a comporté comme désengagement de l'État dans la production et le financement des secteurs sociaux. Donc cela n'a fait qu'accroître les défis auxquels ces pays étaient déjà confrontés. Et malheureusement, le chaos sécuritaire a aussi contribué à ce désastre. Donc la RDC est restée pendant des décennies dans une insécurité extrêmement grave où l'État était complètement inexistant. C'est depuis 5 années environ, avec l'appui massif des Nations Unies et des puissances étrangères, que l'ordre a pu s'installer progressivement dans le pays. Et jusqu'à aujourd'hui, les zones qui ont été potentiellement contrôlées par les groupes rebelles, que ce soit à l'Est surtout, n'ont pas toujours été fortement sécurisées par le pouvoir central. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les investissements ne sont pas toujours au rendez-vous, parce qu'il faut quand même sécuriser les investisseurs étrangers. Malheureusement, cela n'est pas encore le cas. Mais en tout état de cause, il faut quand même retenir les efforts qui ont été fournis par le pouvoir central. Il y a, par exemple, au niveau de l'environnement des affaires, une nette amélioration, même si beaucoup reste à faire. En 2013, plus de 245 taxes ont été supprimées pour faciliter les investissements. Il y a des moyens institutionnels qui ont été mis en place, notamment un registre de commerce, de crédit immobilier qui ont été mis en place. Il y a un développement progressif des infrastructures, ce qui a d'ailleurs tiré la croissance que l'on observe aujourd'hui. Mais les défis en termes sur le plan social restent énormes. Il y a une bonne partie de la population, notamment des enfants, qui restent en dehors du circuit éducatif formel. Et là, il va falloir aussi relever ce défi qui est lié à la formation. Les dispositifs liés à la formation qui existent aujourd'hui sont d'abord déliquescents. Ce ne sont pas des dispositifs, que ce soit sur le plan des ressources humaines, qui ne sont pas de bonne qualité, et il faudra le relever. Est-ce qu'il n'était pas possible, par exemple, de financer la GECAMINE par des prêts internationaux ou de laisser en fait le pays redresser la société par lui-même? Est-ce qu'il y avait moyen de financer sans faire appel à l'investisseur privé? Et ma deuxième question, c'était sans doute naïve, mais est-ce que c'est obligé de passer par la mine pour développer le pays, quoi? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Enfin, bon. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour développer le pays? Voilà. Pour le financement à partir des circuits financiers internationaux, il faut quand même relever que les créanciers internationaux sont extrêmement prudents sur le financement dans les pays dits fragiles. La République démocratique du Congo a été répertoriés par les institutions financières internationales, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, comme des pays à risque, comme des pays fragiles, comme des pays complètement effondrés et qui ne suscitent pas les investissements directs étrangers. Donc au niveau du financement étranger, c'est un problème majeur parce qu'il faut d'abord assurer la stabilisation du pays, la stabilisation post-conflit. Quand on sait que le coût de la reconstruction post-conflit est énorme, il fallait d'abord sécuriser tous ces acquis qui n'ont pas été, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, atteints. Donc, sur le plan du financement international, le pays a fait face à ces défis. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Bien évidemment, il y a d'autres secteurs. Le Congo, d'après les références à l'histoire, les références historiques montrent quand même que le Congo a été l'un des pays les plus développés en Afrique au début des années 1960 et que, malheureusement, la dynamique qui avait été enclenchée de modernisation de l'économie n'a pas suivi, et c'est l'un des problèmes fondamentaux de l'État en Afrique, la continuité de l'État en dehors des personnes qui incarnent les institutions.
Donc quand Mobutu arrive, il s'approprie toutes les richesses nationales. Au lieu de procéder à la diversification de l'économie, il s'appuie simplement sur les acquis économiques, les intérêts des usines minières et il alimente ses caisses personnelles, mais aussi renforce le dispositif de sécurité présidentielle. Voilà des poches de dépenses qui font que les États africains ont du mal à diversifier leurs économies, à financer les politiques sociales de développement parce qu'il faut sécuriser le fauteuil présidentiel. Bonsoir. Vous avez bien fait de rappeler la période Mobutu. Alors j'ai une question. Il ne faut pas oublier que Mobutu a été installé par les Occidentaux. Et donc on l'a laissé faire. Et on l'a laissé piller le pays. Et en plus, on a étêté toutes les élites qui pouvaient relever le pays. Je pense particulièrement à Lumumba, Patrice Lumumba. Donc il faudrait rappeler quand même un petit peu la mémoire. Donc ma question, moi j'ai eu la chance d'aller à Lubumbashi et de travailler pour GECAMINE. Bon, j'ai fait des petites installations de télécommunications entre Kinshasa et Lubumbashi. Et à cette époque-là, c'était en 99, il y avait une certaine dynamique, il y avait beaucoup de problèmes de sécurité. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, le peuple congolais était dans une dynamique de réconciliation, etc. Donc, ma question, c'est suite à la personne de devant aussi, est-ce qu'on a récupéré l'argent qu'a piqué Mobutu, qu'a pillé Mobutu, n'est-ce pas? Je ne sais plus combien de milliards. Et deuxième chose, on a vu les investisseurs chinois. Attention, avec eux, le problème, c'est que quand ils viennent, ils arrivent avec tous leurs travailleurs. Et le sujet du film, c'est finalement tout ce prolétariat qui creuse, qui essaye de s'en sortir. Et est-ce qu'il a été absorbé par les sociétés auxquelles on a laissé les gisements? Voilà. Merci. Absolument pas. Parmi les problèmes majeurs auxquels fait face la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est d'abord le problème lié au chômage. Et il faut, encore une fois, le rappeler, la qualité de la formation. Pour que le chômage puisse être résorbé, il faut déjà que les gens soient bien formés, il faut que le secteur privé soit productif et qu'il soit capable d'accueillir ces jeunes-là qui sont formés, ces jeunes diplômés qui viennent en masse sur le marché de l'emploi. Maintenant, sur les fonds que Mobutu a pillés, il y a des puissances qui mettent aussi un certain nombre de conditionnalités. Il faut que l'ordre démocratique puisse être installé, il faut que le pays soit bien gouverné. Donc il faut encore toutes ces choses qui doivent être mises en place. Les défis sont énormes, il faut reconstruire le pays. Le Congo n'est pas encore complètement stabilisé, ça il faut bien le préciser. La corruption reste une des principales menaces à la sécurité institutionnelle et à la sécurité des investisseurs. Donc il faut déjà régler tous ces problèmes, il faut assainir les finances publiques, il faut assainir les services de sécurité, les services douaniers qui permettent de renflouer les caisses de l'État. Si ces services ne sont pas assainis, je pense que même les créances internationaux, même l'argent que Mobutu a pillé ne servira pas au peuple congolais. Malheureusement, c'est le triste constat que l'on peut établir aujourd'hui. Le chômage reste très rampant et je pense que les gouvernements qui les responsables politiques qui prendront le pouvoir après Kabila auront d'abord à régler ce défi. Quand Kabila prend le pouvoir avec l'aide des Rwandais, le jeune officier rwandais qui s'appelle James Kaberuka, quand il voit la foule acclamer Kabila, Kabila pense qu'il a réussi son combat. Mais ce jeune qui l'a aidé à prendre le pouvoir lui a dit « Cette population qui t'acclame aujourd'hui, c'est la même population qui prendra les armes demain pour te déstabiliser si les problèmes sociaux auxquels ils font face ne sont pas résolus. » Bonsoir. En fin de compte, ce qu'on a vu ce soir, j'ai juste une question à vous poser, mais je voudrais juste signaler que le cas du Congo est synonyme à beaucoup de pays qu'on ne citera pas ici,
de beaucoup de pays colonisés en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. C'est des cas similaires. Ces États dépendent énormément de leur sous-sol et c'est depuis les indépendances que ces sous-sols sont pillés d'une manière ou d'une autre. Et ma question, ça m'embête de vous poser la question, mais je la pose quand même. On se rend compte que au niveau du Katanga, dans le film, il y avait trois États. Il y avait la société Forest privée, il y avait les Chinois et il y avait aussi les Indiens qui embauchaient à la journée. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Finalement, le pauvre gouverneur était la vedette du film. Mais à partir du moment, juste pour vous signaler que quand, dans le public, les gens commençaient à dire « Moïse, président », je suis même étonné qu'il soit encore vivant, quoi. Mais ça, c'est l'Afrique. C'est très compliqué. Je suis centrafricain. Donc, je sais ce qui se passe chez nous. Au Cameroun aussi, c'est pas mieux. Et partout, c'est pas mieux. Mais ici aussi, en Europe, c'est pas mieux. Donc, à un moment, il faudrait qu'on réfléchisse. Donc, ma question, c'est ces trois sociétés, États, etc., est-ce qu'ils ont fait les répartitions des mines pour chaque société, le groupe Forest, les Chinois et les Indiens? Parce qu'il y avait un problème entre le gouverneur et le gouvernement central dans les répartitions des mines. Est-ce que ce problème a été résolu ou pas? Les spoliés, mais à un moment, c'est-à-dire qu'on prenait à Forest pour donner aux Chinois, etc. Alors, est-ce que c'est quand même un vrai sac de nœuds, quoi? Est-ce que ça a été résolu ou pas? Je ne sais pas. Non, le problème n'a pas été résolu, clairement. Et le problème est loin d'être résolu à partir du moment où les États africains n'ont pas encore la capacité en termes d'exploration, en termes de production et en termes d'exportation. Tant que ces pays n'auront pas cette capacité à explorer leur terrain, vous avez vu même dans le film qu'il y a un des représentants du gouvernement provincial qui arrive sur une mine et qui est surpris de savoir que cette mine existe. Voilà. Il suffit de négocier avec les exploitants. Une partie est formée aux États-Unis ou en France. Normalement, les termes qui gouvernent la signature des contrats doivent intégrer ces problématiques-là. La problématique liée à la formation doit être un des moteurs qui conduisent la ratification d'un contrat de coopération, parce que c'est ce qui contribue à l'appropriation locale. Si vous n'avez pas des jeunes formés sur des secteurs bien précis, il sera difficile de parler d'appropriation locale. Il sera difficile de parler d'autonomie ou d'indépendance. Et ces pays resteront toujours dépendants de l'expertise, qu'elle soit occidentale ou aujourd'hui asiatique. Ça existe en Afrique. Bon, moi, j'ai travaillé pas mal en Afrique. Et au Cameroun, sur le pipeline ExxonMobil, bon, il y avait une partie, c'est un pipeline qui part du Tchad et qui va jusqu'au sud du Cameroun. Vous savez, bon, ça a été fait par ExxonMobil. Il y avait 50% de formation obligatoire. Il y avait des cadres tchadiens, des cadres camerounais. C'était inclus dans le contrat. Donc je pense qu'avec force et persuasion, on peut forcer tous ces exploitants qui veulent exploiter les mines à cela. Et je vous répète la même remarque que j'ai faite tout à l'heure, c'est concernant les Chinois. Les Chinois arrivent avec tous leurs ouvriers, etc. Alors je pense à ces creuseurs-là, les pauvres. Je pense encore à eux. Merci. Le problème, c'est, là vous pointez du doigt la responsabilité de l'État. C'est l'État qui régule le lien social, c'est l'État qui crée un modèle social, un modèle d'organisation sociale. Et c'est lui qui doit assurer la protection sociale de ces creuseurs. Ces creuseurs, sans l'aide de l'État, sans l'appui de l'État, sont orphelins de leur nation. Pour avoir vu la semaine dernière une série de films présentés sur l'immigration par Eva Joly, ce film illustre bien pourquoi tout le monde émigre sur l'Europe. Et c'est bien malheureux. Beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est, comme certains politologues africains le disent si bien, ce sont
deux pulsions de nature différente. Les pulsions liées à la mort et les pulsions liées à la vie, où l'on décide volontairement d'aller affronter la vie en sachant qu'il peut ne plus rentrer chez lui le soir. Et c'est ça qui est très frappant dans toutes ces réalités, aussi tristes à voir, et dont les Africains, pour ma part, sont en très grande majorité responsables. On a l'impression qu'en fait, que ce soit en Afrique ou ici ou par ailleurs, c'est toujours les mêmes qui payent. Donc le gouvernement, moi, dans le film, je remarque bien que c'est les creuseurs qui souffrent. Hein. Moïse, il a beau être gentil, mais il est dans un 4x4, dans une belle maison. HSBC, c'est pareil. Parmi ceux qui ont des comptes, il y a des Africains. Il y a plus de 7000 comptes d'Africains pour des pays qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas... Bon, est-ce que le problème... Enfin, vous avez un peu répondu, mais le problème, c'est pas vraiment cette histoire de gouvernance où ceux qui sont au pouvoir sont les premiers pilleurs. Parce qu'à mon avis, négocient les contrats à leur faveur, s'en mettre plein les poches et en Suisse, au détriment de... Et nous font voir le côté où, voilà, on a essayé, ça ne marche pas, mais ils sont en 4x4 dans des belles maisons. Et d'où vient l'argent, quoi? Est-ce que c'est pas le problème de gouvernance où c'est toujours les pauvres et les misérables qui payent et les autres sont bien lotis et qui s'en mettent toujours plein les poches et qui sont les mêmes que ces prédateurs qui viennent d'ailleurs, pour venir piller, toujours les mêmes. Oui, ce sont les creuseurs qui font les frais de toute cette malgouvernance, bien évidemment. Pour moi, le problème, ce n'est pas tant le gouverneur qui roule en 4x4. Il sort du privé, il a le droit de mener une vie décente. S'il a été formé, s'il a mis en place une entreprise et que cette entreprise lui a permis de devenir riche, c'est tout à fait normal. Mais à mon sens, ce qui est dramatique et ce qui est nocif pour les nations africaines, c'est quand on utilise l'argent de l'État pour se renflouer les poches. La problématique ne se pose pas de la même manière partout. Ailleurs, on a institutionnalisé l'aide. Ailleurs, on a institutionnalisé la solidarité. Mais cette gestion artisanale, indigène du pouvoir en Afrique, dans certains pays, est catastrophique. Parce qu'à partir du moment où on est aux responsabilités, on a le pouvoir de décider sur la vie et la mort des autres, et par la même occasion, on s'érige en sauveur parce qu'on peut distribuer quelques billets à quelques pauvres, alors qu'on a le pouvoir de décider sur la législation de la protection sociale pour que ceux-là ne puissent plus jamais vivre ce genre de drame. Je pense que là, la responsabilité de l'État, elle est double. Et ceux qui incarnent l'institution, ceux qui incarnent l'État, ce sont des Africains. Et c'est eux qui font plus mal aux Africains. Il y a quand même de l'espoir, puisqu'il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal, qui arrive à maintenir des institutions démocratiques où le peuple a sa place. Il ne faut pas être trop pessimiste quand même. Non, enfin, là, je parle d'une question bien précise. Maintenant, s'il faut relativiser le propos, bien évidemment, l'Afrique n'est pas toute clouée de cette manière par les mêmes personnages. Il y a quand même une diversité, que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel. L'Afrique, ce n'est pas un État, l'Afrique, ce n'est pas une région. L'Afrique, c'est tout un continent fait de 54 États, avec une diversité impressionnante. Si vous prenez l'Afrique du Nord, elle ne ressemble aucunement à l'Afrique centrale. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, elle est très avancée sur le plan de l'intégration régionale. Il y a le droit d'établissement, il y a le droit à la liberté de circulation dans cet espace régional que l'on ne retrouve pas en Afrique centrale. Donc les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas parler de démocratie au Sénégal de la même manière que vous allez parler de la démocratie en Centrafrique ou, je ne sais pas, au Zimbabwe. Pas du tout.
ce sont des réalités qui sont différentes les unes des autres. Et il y a des pays qui avancent beaucoup plus que d'autres. Il y a des systèmes politiques qui ne sont pas les mêmes. Si vous prenez l'Éthiopie, l'Éthiopie a mis en place un système où l'État est l'acteur prépondérant du système économique. Et on peut critiquer ce système ou pas, mais il a des résultats. On peut critiquer le régime du Rwanda ou pas, mais les résultats sont là. Voilà. L'actuel président du Rwanda n'est peut-être pas l'ami de tout le monde, mais sur le plan national, il bénéficie d'une popularité qui est liée au service qu'il a rendu à la nation. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Le gouverneur emploie souvent le terme de démocratie quand il vient négocier avec les ouvriers. Quel est le sens de la démocratie en Afrique, puisque vous nous avez évoqué pour différents États? Que représente ce terme pour qu'il soit aussi convaincant auprès des ouvriers? C'est un peu difficile à dire, mais ce qu'il faut relever, c'est que la démocratie, comme partout ailleurs, est une nécessité pour tout le monde. Les Africains aspirent à plus de démocratie, à plus d'expression, à plus de liberté d'expression. Et ce n'est pas simplement une démocratie institutionnelle. Ce n'est pas une démocratie qui s'appuie sur la multiplication des partis politiques, mais c'est une démocratie qui est essentiellement basée sur les principes fondamentaux de la liberté. Tout le monde veut être libre dans l'expression de sa volonté. Donc sur ce plan, oui, il y a ce besoin. Maintenant, est-ce que sur le plan institutionnel, cela bénéficie d'un ancrage quelconque? Cela est relativement apprécié selon que l'on soit dans un pays ou dans un autre. Quand le gouverneur parle de démocratie, il fait allusion à cette liberté de parole. Et cette liberté de parole n'est pas du tout liée à l'existence des institutions. Elle est éminemment ancrée, même dans les traditions africaines, dans les traditions orales, où tout le monde a droit à la parole. Et donc tout le monde peut s'exprimer pour revendiquer, pour dire ce qu'il pense de telle ou telle situation. Donc sur ce plan, le défi qui reste à relever, c'est celui de la capacité de l'État à implémenter ce discours, à structurellement réagir, organiser tout ce lien social qui doit être construit. Bon, écoutez, monsieur, je vous remercie de votre intervention. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Donc, la semaine prochaine, le 10 mars, vous aurez donc un film sur Mobutu.